Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée, dont voici les principaux titres. Une enveloppe de 100 millions de dollars américains a été octroyée par la Banque africaine de développement au Burundi pour des travaux de construction du chemin de fer reliant le Burundi aux pays voisins, à savoir la Tanzanie et la RDC. Cet appui est dans un accord signé cette semaine entre le gouvernement et le Burundi. Et une société pétrolière du Burundi vient d'être mise en place par un décret présidentiel du 20 février. Le conseil d'administration composé de 7 membres a également été nommé par décret le 14 mars dernier. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les prix de certains produits alimentaires ne cessent de grimper dans différents marchés de Bujumbura. Notre équipe a fait le tour de certains marchés du nord de la capitale. Les commerçants et les acheteurs déplorent cette situation. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Les travailleurs regroupés au sein de 7 syndicats du secteur des institutions publiques régis par les statuts spéciaux dénoncent deux poids deux mesures concernant le dégel des annales et avancement des grades. Ils expliquent qu'il n'y a pas eu de raison valable pour ne pas rétablir dans ces droits plutôt, un travailleur, alors que le décret portant modalité pratique de levée de gel d'avancement a été mis en place depuis 2023. Il l'a indiqué dans un point de presse tenu mercredi. Dimbigara Évariste est secrétaire général du syndicat du personnel de l'Institut national de la statistique du Burundi, un parmi les 7 syndicats. Je vous propose de le suivre. Les avancements en grade et en échelon ont été gérés par la loi budgétaire de 2015-2016. Après cela, les représentations syndicales ont crié fort effort pour rétablir les employés dans leurs droits. Vous avez eu à entendre la COSIBU, la CSB, sortir des communiqués médiatiques pour rétablir les droits des travailleurs. Mais jusqu'à maintenant, rien n'est encore fait. Quelle est la raison? La question ne devrait pas être répondue par nous parce qu'en fait, à un certain moment, nous nous disons, est-ce que nous pouvons vraiment dire la raison qui a poussé l'État du Burundi à ne pas rétablir les travailleurs dans leurs droits? Alors, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est le rétablissement strict des droits des travailleurs. Et surtout qu'il y a un décret du chef de l'État qui a été dicté au mois de septembre 2023 qui dégère les annales. Pourquoi la non-application de ce décret? Et pourquoi l'application de ce décret dans certaines institutions et pas dans d'autres? Voilà donc une question qui est là, mais qui en réalité n'a pas de réponse à notre niveau. Ce que nous comptons faire, il y a un schéma pour réclamer les droits. Nous allons respecter le protocole de réclamation. Les institutions qui n'ont pas été rétablies, vous les voyez ici. Hein. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore ici, mais qui ne sont pas encore rétablies en leurs droits. Mais il y en a d'autres qui ont été rétablies, dont notamment ce que nous entendons, dont notamment l'INSS, la mutuelle de la fonction publique, l'ONPR, Burundi Airlines. La société pétrolière du Burundi, Sopebu, chargée de planifier et de coordonner l'importation ainsi que l'entreposage et la commercialisation des produits pétroliers à un capital de 120 milliards de francs. Son directeur général a un mandat de 4 ans renouvelable sur base des
performance. Et le conseil d'administration est composé de 7 personnes, dont un représentant des importateurs des produits pétroliers, selon un décret présidentiel du 20 février de cette année. Mireille Kanyangé revient sur ce décret. Ce décret présidentiel du 20 février portant création, mission, organisation et fonctionnement de la Société pétrolière du Burundi SOPEBU est constitué de 55 articles. Le premier précise qu'elle est régie par le Code des sociétés, dotée d'une personnalité juridique, d'un patrimoine propre et une autonomie administrative et financière. La SOPEBU est placée sous la tutelle du ministre ayant l'énergie dans ses attributions. L'article 2 de ce décret parle des missions de la dite société et sont au nombre de 14. C'est notamment de planifier et coordonner les activités de promotion et développement du secteur pétrolier, de constituer un stock stratégique physique des produits pétroliers pour une consommation trimestrielle au minimum et de gérer les entrepôts de l'État disponibles et à construire. Le décret précise en outre que la SOPEBU est chargée de l'importation, du transport, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la réexportation des produits pétroliers, gaziers et leurs dérivés. L'article 4 montre que cette société pétrolière a un capital social de 120 milliards de francs burundais avec 1000 actions, un capital libéré par l'État du Burundi et où les sociétés publiques. Les articles 7 et 23 de ce décret du 20 février parlent de mandat du directeur général et du conseil d'administration. C'est un mandat de 4 ans renouvelable sur base des performances. Selon l'article 7, le conseil d'administration est composé de 7 membres. 6 représentent l'État. Il s'agit du directeur général de la société, d'un représentant de la superstructure, du ministère en charge des finances, du ministère en charge de l'énergie, du ministère du commerce, du ministère en charge de la sécurité et le 7e membre représente les importateurs des produits pétroliers. Selon l'article 31, le personnel de cette société, y compris les directeurs, sont recrutés sur base des tests et concours conformément à la législation en vigueur. Quant à l'article 42, il montre que les comptes de la SOPEBU sont placés sous le contrôle permanent de 2 commissaires aux comptes pour un mandat de 3 exercices budgétaires non renouvelables et nul ne peut être candidat au poste de commissaire aux comptes de la société s'il est apparenté ou allié jusqu'au 2e degré du directeur général ou d'un membre du conseil d'administration. Page économie pour continuer avec ce journal. 37% tel est le décaissement de l'enveloppe de la Banque africaine de développement de 496 millions de dollars pour soutenir les secteurs clés de développement pour le Burundi. Ceci a été dit ce mardi lors d'un atelier de présentation des résultats du document de stratégie pays entre le gouvernement du Burundi et la représentation de la Banque africaine de développement au Burundi. Ça a été aussi une occasion de présenter les perspectives d'avenir sur une période qui s'étend de 2024 à 2028. Le point avec Évariste Nzikobanyanga. Le gouvernement du Burundi dit être satisfait de l'exécution des 21 projets sur financement de la Banque africaine pour le développement en une période de 4 ans, exercice 2019-2023. Cela étant, le financement de cette banque chiffré à 496 millions de dollars américains n'ont pas été décaissés à un niveau satisfaisant car le décaissement est évalué à 37%. Suivez le ministre des Finances, Audace Nyonzima. Comme vous l'avez suivi, cet atelier consistait à présenter les résultats du document de stratégie pays de la Banque africaine de développement. Et ce document couvrait la période de 2019 à 2023. On a présenté les résultats. Vous avez constaté que nous avons 21 projets dans ce document avec un financement de 496 millions de dollars. Et jusqu'à présent, nous avons décaissé environ 37% de toute l'enveloppe. Et vous avez aussi constaté que les projets couvrent principalement 5 secteurs.
Donc le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture, le secteur social, le secteur de gouvernance. Cela étant, le représentant résident de la Banque africaine pour le développement au Burundi tranquillise que ce financement ne va pas faire chemin retour comme ça se fait en cas de non-décaissement en entièreté pour d'autres financements. Pascal Embeline est le représentant de la BAD de Burundi. Alors, tout de suite, je dois vous dire, les fonds ne vont pas retourner. Ce que nous faisons, nous-mêmes, nous sommes sur le terrain et nous apprécions la situation d'ensemble avec le gouvernement. Nous regardons les causes de ce retard, nous essayons de comprendre. Des fois, nous pouvons faire une mission pour faire une restructuration, c'est-à-dire réaligner le projet sur les objectifs du gouvernement. Et d'un commun accord, nous nous mettons d'accord sur le fait que cette activité reste une priorité, c'est nécessaire et les gens en ont besoin. Et donc, il faut lui donner le temps nécessaire pour le terminer. Nous appelons ça dans notre jargon la prolongation du projet. Le secteur financé par la BAD, c'est entre autres les infrastructures, la gouvernance, l'eau et l'énergie et le social. Et ce sont ces secteurs qui continueront à être financés par cette banque pour l'exercice 2024-2028, selon toujours le représentant de cette dernière au Burundi. Une enveloppe de 100 millions de dollars américains a été octroyée également par la Banque africaine de développement au Burundi pour des travaux de construction de chemins de fer reliant le Burundi aux pays voisins, à savoir la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Cet appui est dans un accord qui a été également signé au cours de ces festivités. Le ministre des Finances a également annoncé que les travaux de construction de ce chemin de fer vont débuter à partir du mois de juin de l'année en cours. Il a également tranquillisé les familles expropriées à cause de ce projet que la question des indemnisations est en cours de traitement. Et en parlant toujours d'indemnisation, l'indemnisation devrait en principe précéder l'expropriation pour l'exécution des travaux d'intérêt général et d'utilité publique, sauf en cas d'urgence. C'est du moins une analyse du professeur émérite Nyonguru, plutôt Nukuri, expert en droit foncier qui réagit après les lamentations de la population des communes Isare et Kanyosha qui réclament des indemnisations liées au projet d'électrification de Djidji Muremge et celle des habitants se trouvant dans le périmètre du domaine du palais présidentiel. Suivez-le. Le code foncier prévoit que l'indemnité doit être préalable et qu'il doit être payé à la personne expropriée, sauf en cas d'urgence. Mais la loi n'identifie pas les cas. Prenez par exemple qu'il y a une catastrophe, par exemple, qui emporte tout un quartier. L'État peut déplacer une personne pour loger les personnes, mais vraiment ce n'est qu'en cas d'extrême urgence, sinon l'indemnisation doit être préalable. Mais à mon avis, sans planification, sans un bon calcul, il sera difficile que l'indemnité soit préalable et qu'elle soit suffisante. Et ici, c'est très important. D'une part, il y a la loi. C'est la référence mère. L'article 424 dit que l'indemnité doit être négociée entre l'État et les expropriés. C'est la loi mère. Et l'ordonnance, à mon avis, il fixe des tarifs minimales, la base de la négociation. Sinon, c'est la base de la négociation. Rien n'empêche l'État, après avoir fait une expertise, d'aller au-dessus des tarifs, surtout que l'indemnité doit être juste et préalable. L'ordonnance fixe des tarifs de base, mais quand même, la personne accepte de souffrir, de perdre sa propriété, de perdre sa maison au profit de l'intérêt général. Il est normal qu'on puisse lui donner une indemnité juste. En matière de services publics, notre pays connaît en principe 3 défis principaux. Parce que dans d'autres pays, on va planifier à l'avance, 10 ans, 20 ans, 50 ans avant, où vont passer les routes, où vont passer les lignes électriques, où vont passer les chemins de fer, où vont passer les tuyaux. Et dans cet espace-là, on va interdire à la population de faire rien du tout.
Donc, ça veut dire le pays, en planifiant à l'avance, il permet d'informer la population que quelque chose va y passer. Donc, ça lui permet, 10 ans plus tard, de faire son projet sans devoir payer des indemnisations. C'est ce qu'on appelle les plans d'aménagement. Je vous l'avais dit en titre, les prix de certains produits alimentaires continuent à grimper dans différents marchés de Bujumbura, la capitale économique. Au marché du Kotebu, c'est en zone Ngagara. Le prix au kilogramme des oignons est passé de 4 000 à 6 000 francs dans moins d'un mois et chez les vendeurs grossistes. Les commerçants et les acheteurs plutôt déplorent cette situation et demandent au gouvernement de suivre de près cette situation. Le point avec Ornella Mouchou. Dans différents marchés de la capitale économique de Bujumbura, les prix des aliments et ingrédients ne cessent d'augmenter. Le poivron, qui s'achetait entre 1 500 et 2 000 francs le kilo, le prix a monté depuis les jours de fin d'année jusqu'à 4 000 francs et aujourd'hui, ça s'achète à 5 000 francs le kilo. Les oignons rouges et blancs, le prix a augmenté de 2 000 francs et 2 500 de plus dans moins d'un mois et aujourd'hui, ça s'achète respectivement 6 000 francs et 5 500 francs chez les vendeurs grossistes. D'autres produits alimentaires dont le prix a monté d'une façon inquiétante sont les tomates. Comme certaines commerçantes l'affirment, le prix par grand panier de tomates est passé de 70 000 ou 80 000 à 220 000 francs, précise-t-elle. Les tomates sont cultivées dans différentes régions comme Makabezi, Gatumba et Rugombo. Pour le moment, les tomates proviennent seulement de Rugombo et de Gatumba. Suite à l'inondation, la récolte est devenue impossible. Le grand panier de tomates s'achète entre 220 et 230 000, alors qu'avant, vers les mois de décembre et de janvier, on l'achetait entre 70 et 80 000. Il y a même où on achetait ce grand panier à 35 000. Les clients viennent à compte-gouttes car avec 1 000 francs, on achète peu de tomates et ils préfèrent acheter des sauces tomates. Nous travaillons à perte car plus le prix monte, plus le capital augmente et nous subvenons difficilement aux besoins quotidiens. Et pour pouvoir survivre et continuer notre commerce, nous devons faire recours à des crédits. Les acheteurs déplorent cette situation de montée de prix au jour le jour, au moment où leur salaire reste maigre. Presque tous les prix des produits alimentaires augmentent chaque jour. Il y a les prix des tomates et oignons qui ont monté d'une façon surprenante et on est contraint d'acheter ce qu'on n'a pas prévu. On demande à l'État de suivre de près cette situation. Même les aubergines que les gens avaient l'habitude d'acheter aisément, le prix a monté et la quantité donnée a diminué. Les produits dont les prix restent stables depuis 3 mois sont le riz tanzanien, première qualité, qui s'achète à 6 500 francs le kilo, le riz communément appelé Rutete, deuxième qualité, qui s'achète à 3 900 francs le kilo, et le haricot communément appelé Kinure reste à 3 200 francs le kilo, et enfin le haricot jaune à 4 400 francs le kilo. Et voilà, c'est ici que nous clôturons cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.